Nous commençons par une nuit tiède de mai 2007 dans la paisible station balnéaire de Praia da Luz, au Portugal. Le soleil vient de se coucher, les rues sont doucement éclairées et les familles terminent leur repas dans le calme. Dans l'air flotte une odeur de poissons grillés et d'eau salée. Une soirée paisible jusqu'à ce qu'elle soit brutalement interrompue. À l'intérieur de l'appartement 5A, il se passe quelque chose qui hantera le monde pendant des années. Vous ne ressortirez probablement pas de cette histoire avec vos croyances sur la justice, la sécurité ou la vérité intacte. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous aimez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi en commentaire où vous êtes et quelle heure il est chez vous. J'aimerais vraiment le savoir. Maintenant, détendez-vous. Allumez peut-être un ventilateur pour un bruit de fond apaisant et plongeons ensemble dans l'histoire d'aujourd'hui. Tu as 3 ans, tu t'appelles Madeleine McCann, tu es en vacances avec tes parents, Kate et Jerry, et tes petits frères et sœurs jumeaux. L'appartement est inconnu, mais ta couverture rose sent comme la maison. Tu as passé une journée joyeuse à barboter dans la piscine, à rire pendant le dîner avec d'autres enfants. On te couche doucement dans ton lit pendant que tes parents te promettent qu'ils ne seront pas loin. Juste de l'autre côté du patio, au bar à tapas. Ils viendront te voir régulièrement. Rien ne peut t'arriver. Jusqu'à ce que ça arrive. Peu après 22 heures, Kate McCann ouvre la porte. Et quelque chose a changé. Le lit de Madeleine est vide. La fenêtre est ouverte. Une bouffée de panique entre dans la pièce. Et ne la quittera plus jamais. Dans ses premiers instants, Kate hurle des mots qu'elle ne pourra plus jamais oublier. « Madeleine a disparu !» Jerry accourt, fouille frénétiquement sous les lits, derrière les meubles. Mais elle n'est tout simplement plus là. La police locale arrive dans l'heure. Mais c'est déjà trop tard. La scène est chaotique. Des touristes envahissent l'appartement. Les preuves potentielles sont piétinées. Personne ne pense à l'ADN ou aux empreintes. Tout le monde cherche juste une fillette perdue qui ne peut pas être bien loin. Mais elle l'est. Le lendemain matin, le visage de Madeleine est à la une de tous les journaux d'Europe. De grands yeux bruns, des cheveux blonds, et cette colobome dans l'œil droit, une particularité inoubliable comme un coup de pinceau sur l'iris. Une fois vue, elle ne s'oublie plus. Les McCann supplient qu'on les aide. Le monde répond. Les tabloïds britanniques s'enflamment. La police portugaise publie des communiqués, mais la confusion règne. Y a-t-il eu effraction? Qui a vu quoi? Pourquoi les enfants étaient-ils seuls? Et en un clin d'œil, tu n'es plus dans une station balnéaire tranquille. Tu es au cœur d'un cirque médiatique mondial. Interpol s'en mêle. Des détectives privés sont engagés. Des milliers de pistes affluent. Des signalements du Maroc à Malte. Une touriste néerlandaise affirme avoir vu une fille ressemblant à Madeleine sur un ferry. Un couple irlandais pense avoir vu un homme portant un enfant près du complexe ce soir-là. Chaque signalement est un souffle d'espoir et un coup au cœur quand il s'avère faux. La chronologie est déchirée, recollée. Le volet a-t-il été forcé? L'auteur est-il entré ou sorti par la fenêtre? Quelqu'un a-t-il observé les enfants plus tôt dans la journée? Certains pensent à un crime opportuniste. D'autres murmurent des choses plus sombres. Trafic, réseaux organisés, un monde de l'ombre difficile à concevoir. Mais chaque heure qui passe rend la piste plus froide. La recherche devient désespérée. La police portugaise commence à trébucher. La communication avec les autorités britanniques se tend. Les semaines passent. Les théories se multiplient plus vite que les faits. On sent presque la vérité glisser entre les doigts. Et puis, quelque chose d'impensable se produit. L'attention se retourne vers l'intérieur. Les murmures se font plus forts. Et si les parents étaient impliqués? Un virage inattendu, et que personne ne souhaitait. Un jour, les McCann sont des parents en deuil. Le lendemain, ils deviennent suspects. En un instant, Kate et Jerry McCann passent de visage de chagrin à objet de suspicion. Les enquêteurs portugais, frustrés par l'absence de progrès, commencent à analyser le comportement des McCann. Pourquoi Kate ne pleurait-elle pas plus en public? Pourquoi semblait-il si calme?
Et pourquoi, certains demandent, ont-ils laissé les enfants seuls? La théorie est cruelle, mais elle fait son chemin. Et si Madeleine était morte dans l'appartement et que les parents avaient voulu le cacher? Tu sens le sol se dérober. Les médias s'emballent, les tabloïds britanniques oscillent entre compassion et doute. Un jour, c'est « Maddie, notre ange disparu ». Le lendemain, les mensonges des McCann. La presse portugaise publie des fuites de l'enquête, parfois délirantes. Un chien détecteur de cadavres aurait réagi dans l'appartement. Des traces de sang sur les murs sont examinées. Soudain, l'affaire n'est plus celle d'une enfant disparue, c'est celle de 2 parents et d'une question trop effrayante pour être formulée à haute voix. Jerry McCann tente de rester calme dans les interviews, répétant que la priorité est de retrouver leur fille. Kate serre dans ses bras le jouet préféré de Madeleine pendant les conférences de presse. Cuddle Cat, une peluche rose devenue emblématique qu'elle refuse de lâcher. Elle a le regard vidé, mécanique. Et pourtant, on la soupçonne encore. Ils engagent des avocats, des spécialistes en relations publiques. Les amis présents ce soir-là, appelés les Tapas Seven, deviennent des personnages à part entière, disséqués par les détectives du web. Les forums s'enflamment. Tout le monde se croit expert. Et à chaque nouvelle une, la vérité semble s'éloigner un peu plus. En septembre 2007, 4 mois après la disparition de Madeleine, la police portugaise désigne officiellement Kate et Jerry McCann comme arguidos, suspects formels. Les McCann sont anéantis. Le soutien du public commence à se diviser. D'un côté, ceux qui croient en leur innocence, de l'autre, ceux qui imaginent le pire. Kate décrira plus tard le moment où elle a compris que la disparition de sa fille était devenue une sorte de divertissement public. Des inconnus analysaient son langage corporel, ses vêtements, sa foi, son couple. Le monde avait oublié qu'il ne s'agissait pas d'un jeu de devinettes à résoudre entre 2 plats, mais d'une vraie petite fille, d'une vraie famille. Malgré les accusations, les McCann n'arrêtent pas de chercher. Ils créent un fonds, la Find Madeleine Campaign, qui récolte des millions en dons. Ils engagent des détectives privés et des consultants en communication. Ils rencontrent même le pape. Kate écrit un livre. Il supplie le public de continuer à chercher, à partager, à espérer. Mais le poids est écrasant. Les relations avec leurs amis se dégradent. Les jumeaux grandissent sous un nuage de murmures. Kate avouera plus tard avoir pensé au suicide. Plus d'une fois. Et pendant tout ce temps, aucun signe de Madeleine. Aucun mot. Aucun appel. Aucune demande. Aucun corps. Juste le silence. En 2008, les autorités portugaises classent l'affaire faute de preuves. Les McCann sont blanchis, mais le mal est fait. Le nom de Madeleine est désormais lié à la controverse. Chaque mise à jour ravive les douleurs. Chaque silence crie plus fort que 1000 mots. Dans les années qui suivent, l'affaire devient un élément de la culture populaire. Des documentaires sont tournés, des émissions décryptent. Les théories deviennent de plus en plus extravagantes. Certains avancent que Madeleine aurait été enlevée par un couple sans enfant. D'autres parlent de réseau pédophile. Une femme affirme que Madeleine est vivante et vit en Allemagne, avant de disparaître à son tour. Et pourtant, Kate et Jerry continuent de célébrer l'anniversaire de Madeleine. Ils allument des bougies. Ils conservent sa chambre intacte. Et ils continuent d'espérer, même si le monde, lui, a tourné la page. On ne peut s'empêcher de se demander ce que cela fait, de vivre dans ce genre de chagrin. Être connu non pour ce que l'on est, mais pour ce que l'on a perdu. Sourire à ses enfants présents, tout en imaginant celles qui manquent. Puis, en 2011, le gouvernement britannique annonce une nouvelle initiative, l'opération Grange. Scotland Yard rouvre l'enquête. Ils pensent qu'un élément a été manqué. Nouvelle équipe, nouvelle méthode, une seconde chance. Les McCann ne célèbrent pas encore. Ils ont appris à ne plus trop espérer. Car l'espoir, ont-ils découvert, peut faire tout aussi mal que le désespoir. On pourrait croire qu'après toutes ces années, la piste serait glacée. Et pourtant, elle n'a jamais cessé de vaciller. Comme une bougie dans une pièce pleine de courants d'air,
refusant obstinément de s'éteindre. L'opération Grange commence à éplucher chaque fil, chaque témoignage, chaque déclaration, aussi extravagante soit-elle. Les dossiers forment une jungle de contradictions, d'impasses, de fausses pistes. Mais l'équipe persiste. Parce que de temps en temps, une nouvelle voix surgit, murmurant « Je l'ai vu ». En 2013, une femme en Nouvelle-Zélande pense reconnaître Madeleine dans une petite fille croisée au supermarché. En 2014, un chauffeur de taxi brésilien affirme avoir transporté une fillette parlant anglais, visiblement effrayée. En 2015, une touriste en Inde envoie une vidéo floue d'un enfant blond quémandant dans une gare. Toutes ces pistes s'éteignent. Et puis, il y a les canulars. Un homme à Manchester affirme avoir tué Madeleine et l'avoir enterrée dans une forêt avant d'admettre qu'il avait tout inventé pour attirer l'attention. Une femme en Italie insiste pour dire qu'elle est Madeleine McCann, malgré les preuves ADN qui prouvent le contraire. On commence à comprendre à quel point l'histoire de cette fillette disparue est devenue presque mythique. Du carburant pour les menteurs, les arnaqueurs et ceux qui veulent désespérément exister. Mais quelque part, dans l'ombre, une silhouette plus inquiétante que les autres prend forme. Un nom émerge, Christian Bruckner. Un délinquant sexuel allemand condamné, au passé long et sinistre, abus sur mineurs, trafic de drogue, cambriolage. Il vivait dans la région de l'Algarve à l'époque de la disparition de Madeleine. Il possédait un camping-car jaune et blanc. Et il aurait passé un appel téléphonique à proximité de Praia da Luz au moment même de l'enlèvement présumé. Et soudain, en 2020, les enquêteurs déclarent « Cet homme pourrait bien être notre suspect principal ». Le monde retient son souffle. Cet homme est déjà incarcéré en Allemagne pour d'autres crimes. Mais les éléments circonstanciels s'accumulent. Bruckner aurait confié à un ami qu'il savait ce qui était arrivé à Madeleine. La police découvre une cache de vidéos troublantes et des centaines d'images pédopornographiques enterrées sous le cadavre d'un chien sur l'une de ses propriétés. Les procureurs ne mâchent pas leurs mots. Ils déclarent publiquement croire que Madeleine McCann est morte et que Christian Bruckner en est responsable. Mais voilà le problème. Toujours pas de corps. Aucune preuve définitive, aucune confession. Bruckner nie tout en bloc. Il crie au complot. Son avocat accuse les médias de chasse aux sorcières. L'opération Grange continue. L'enquête allemande aussi. Et le monde retient de nouveau son souffle. Sommes-nous enfin proches du dénouement? Mais les mois passent. Puis les années. Les nouvelles se raréfient. L'intérêt du public s'essouffle. Un anniversaire de plus. Puis un autre. Et soudain, début 2023, quelque chose d'étrange survient. Une jeune femme en Pologne publie une vidéo affirmant être Madeleine McCann. Elle s'appelle Julia Faustina. Elle évoque une légère ressemblance. Ses yeux, la structure de son visage. Elle mentionne même une colobome similaire dans l'iris. Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains y croient dur comme fer. D'autres crient à l'imposture. Les McCann acceptent un test ADN pour clore les rumeurs. Le résultat? Elle n'est pas Madeleine. Encore une impasse. Encore une plaie rouverte. On finit par se dire que cette affaire ne sera jamais résolue, qu'elle est devenue une légende moderne, comme D.B. Cooper ou le destin d'Amelia Earhart, débattu à l'infini, jamais élucidé. Mais voilà que survient l'impensable. Pas par communiqué, pas par fuite, pas par bande-annonce de documentaire. Juste un rapport discret, confirmé. Madeleine McCann a été retrouvée, vivante. Tout commence, comme souvent, par quelque chose de banal. Une technicienne de laboratoire en Suisse effectue des tests ADN de routine sur une jeune femme récemment arrivée sans papier. Elle prétend ne pas connaître sa famille. Elle ne sait pas son vrai nom. Elle sait seulement qu'elle a grandi sous différents noms, dans différents endroits, toujours avec l'interdiction de poser des questions. Ce genre d'histoire, on l'a déjà entendu. D'ordinaire, elle finit dans le silence. Mais cette fois, l'ADN est soumis aux bases de données internationales, simple procédure, et déclenche l'alerte. Il y a une correspondance. Les résultats sont transmis aux autorités britanniques, puis portugaises,
puis allemande. En 72 heures, l'échantillon est confirmé. Il appartient à Madeleine McCann. On n'y croit pas au début. Le monde a été trop souvent trompé par des imposteurs, des arnaqueurs, des chasseurs de célébrités. Mais cette fois, c'est différent. Pas de frénésie médiatique, pas de fuite, juste des démarches discrètes, coordonnées, pour vérifier l'incroyable. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 21 ans, est placée sous protection. Elle vivait dans une communauté fermée dans le sud de l'Allemagne. Son identité avait été falsifiée à plusieurs reprises au fil des années. Ses tuteurs, aujourd'hui âgés, sont interrogés. Ils affirment l'avoir sauvée lorsqu'elle était enfant. Mais les détails restent flous. Était-il complice? Faisait-il partie d'un réseau plus vaste? Ou n'était-il que le dernier maillon d'une chaîne d'horreur? Alors que Madeleine subit des évaluations psychologiques, les autorités confirment son identité par ADN mitochondrial. Il n'y a aucun doute. C'est elle. Vivante, en sécurité, du moins pour l'instant. Et l'on repense à cette petite fille dans son lit, sa couverture rose, ses yeux fatigués. À cette dernière photo d'elle, prise au bord de la piscine, portant un petit chapeau de soleil, souriant comme si rien de mal ne pouvait lui arriver. Et aujourd'hui, elle est là, devenue femme, marchant à travers les ruines d'une vie qu'elle n'a jamais pu vraiment vivre. Les McCann sont informés en privé. Pas de conférence de presse, pas de flash. Juste un appel téléphonique discret qui se termine par un long silence. Kate éclate en sanglots. Jerry, dit-on, laisse tomber le téléphone. 17 ans, presque jour pour jour. La réunion a lieu quelques jours plus tard. Pas devant les caméras, pas pour le public. Dans un lieu discret, tenu secret. On pourrait croire que l'étreinte serait immédiate, qu'une mère reconnaîtrait sa fille en une fraction de seconde. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le traumatisme. Pendant des années, Madeleine a entendu que ses parents l'avaient abandonnée. On lui avait montré de fausses photos. On l'avait prévenu. Ils étaient dangereux. Il faudra des heures, puis des jours, pour que la confiance commence à germer. Mais lentement, morceau par morceau, quelque chose revient. Elle demande des nouvelles de ses frères et sœurs jumeaux. Elle veut savoir à quoi ressemblait sa chambre. Elle se souvient par bribes, des lumières vives, la main rugueuse d'un homme, un long trajet en voiture. Puis plus rien, pendant des années. Les enquêteurs rouvrent des pistes depuis longtemps archivées. Les personnes qui l'ont élevée sont interrogées, leurs comptes passés au crible. Les données téléphoniques sont réanalysées. Les autorités allemandes confirment que Christian Bruckner reste leur principal suspect et elles commencent à reconstruire un dossier autour de ses déplacements dans les semaines suivant l'enlèvement. Le monde retient son souffle à nouveau, mais cette fois, ce n'est pas pour une hypothèse, c'est pour la justice. Pendant ce temps, Madeleine commence une thérapie. Elle veut savoir qui elle est, pas l'icône, pas le visage en une, pas la petite fille sur la photo, juste elle-même. Elle choisit de ne pas faire de déclaration publique, pour l'instant, mais son équipe juridique en publie une en son nom. Veuillez respecter ma vie privée pendant que j'essaie de comprendre la seule vie que j'ai jamais connue. Et, chose remarquable, le monde écoute. Quelque chose de nouveau émerge sur les réseaux sociaux. Pas seulement des hashtags ou des mèmes. Des gens allument des bougies, écrivent des lettres, créent des œuvres, s'excusent d'avoir traité sa vie comme un jeu ou une énigme. Une forme de tendresse apparaît, de révérence. Parce que lorsqu'on retrouve ce qui était perdu, non pas comme un corps, mais comme une personne, cela nous rappelle ce que cela signifie de ne jamais abandonner. Le temps ne recule pas. Il ne fait que se replier autour des commencements. Pour Madeleine McCann, le chemin à venir est plus calme, mais non moins fragile. Elle n'est pas seulement une personne revenue de l'ombre, elle est une femme qui entre dans un monde qui l'a connue sans son consentement. Un monde qui a placardé son visage d'enfant sur des cartons de lait, des journaux télévisés, des forums en ligne et des documentaires conspirationnistes. Aujourd'hui, pour la première fois, c'est elle qui tient le fil du récit.
Elle reçoit une nouvelle identité légale pour sa sécurité, bien qu'elle choisisse de garder le prénom Madeleine dans son cercle familial. Sa voix est douce, mais assurée. Elle est inscrite dans un établissement privé spécialisé dans l'accueil de jeunes adultes ayant survécu à des traumatismes et des captivités prolongées. Aucune apparition publique, aucune interview, mais elle parle, une fois, en privé, à Kate. Cette conversation n'a jamais été enregistrée, mais selon des proches, elle aurait commencé par 5 mots. « Est-ce que tu as jamais cessé de chercher ?» Kate a répondu avec des larmes. Dans les mois qui suivent, la famille McCann traverse une transformation silencieuse. Les jumeaux, désormais dans la vingtaine, commencent à tisser un lien avec cette sœur qu'ils ne connaissaient qu'à travers des photos et des histoires racontées le soir. Jerry commence un journal pour Madeleine, rempli de souvenirs des années qu'elle a perdues. Il y écrit la première neige après sa disparition, le chien qu'ils ont adopté pour les jumeaux, les chansons qu'ils écoutaient en voiture et comment ils lui gardaient toujours sa place. Kate, fidèle à elle-même, l'aide à redécouvrir ses carnets de santé, ses albums de bébé, sa première dent tombée. Elle lui lit tout à haute voix. Lentement, une base d'identité se reconstruit, brique après brique, aussi fragile que précieuse. Les enquêteurs poursuivent leur travail. De nouveaux mandats de perquisition sont émis. Une collaboration discrète entre les autorités britanniques et allemandes se resserre autour de Christian Bruckner. Du matériel électronique est saisi. Un ancien complice accepte de témoigner. L'enquête n'est plus fondée sur des spéculations, mais sur des faits, des chronologies, des preuves. Et, enfin, des conséquences. Mais pour Madeleine, la vraie épreuve ne se joue pas dans les tribunaux. Elle se joue devant le miroir. Elle observe son reflet, ses mêmes yeux larges, ce défaut inimitable dans l'iris, désormais encadré par le visage d'une survivante. Elle fait encore des cauchemars, mais moins qu'avant. Elle tient un carnet, pas rempli de coupures de journaux, mais de toutes les choses qu'elle n'a pas vécues, concerts qu'elle veut voir, villes à découvrir, plats à goûter. Une page porte le titre « Les premières fois qui n'ont pas encore eu lieu ». Tu comprends alors que cette histoire n'a jamais été seulement celle d'une fillette disparue. C'est celle d'un monde qui a continué à chercher, parfois maladroitement, parfois cruellement. Mais qui a cherché? Tu penses aux familles qui n'ont jamais eu cette fin, aux visages qui ne sont jamais revenus, aux noms figés dans les fichiers des affaires classées. Et tu réalises que même ce petit miracle porte un poids qu'elle ne devrait pas porter seule. Les médias finissent par se retirer. Son histoire a été racontée, et maintenant, c'est à elle de l'écrire. On voit encore des hommages, des débats, parfois, mais surtout, on voit de l'espoir, parce que Madeleine McCann n'a pas été retrouvée dans une fusillade dramatique, ni dans une cachette sinistre, ni grâce à un retournement de situation hollywoodien. Elle a été retrouvée parce que des gens ont refusé d'oublier, parce qu'une donnée, un test de routine, a rallumé la piste vers la vérité. Fais une pause. Il y a 18 ans, les vagues de Praia da Luz ont vu une enfant disparaître. Aujourd'hui, elles l'accueillent à nouveau. Cette histoire ne se termine pas de façon nette, mais elle se termine avec de l'espoir et une famille qui apprend à guérir. Certaines lumières ne s'éteignent jamais, elles attendent simplement d'être retrouvées. Merci d'être resté jusqu'au bout.